Donc, je vous présente cette étude. Bon, ça va être assez rapide. C'est vraiment format café. Vous allez voir. Je pense qu'en 5-10 minutes, j'aurai terminé. C'est une sous-étude de Spiral HTN OnMed qui a été publiée assez récemment dans Hypertension. Donc, le contexte, c'est toujours le même dans la dénervation rénale. C'est le constat d'un échec global, enfin, un échec un peu exagéré, mais et encore du contrôle tensionnel chez les patients hypertendus, estimé à moins de 50% à plus ou moins long terme. La dénervation rénale, je ne sais pas à quel point vous avez l'habitude d'entendre son histoire, mais on la répète un peu tout le temps. Mais en gros, c'est une technique développée depuis une vingtaine d'années avec des études prometteuses. Et puis en 2015, un coup d'arrêt sur Simplicity 3, qui était la première étude randomisée avec sham qui était négative. Et depuis, on a eu plusieurs études qui sont sorties et qui ont, grâce à une meilleure méthodologie et à la progression du matériel, qui ont pu démontrer un impact sur l'hypertension artérielle dans le cadre de l'HTA primitive, impact avec une baisse de la pression artérielle, estimée entre 5 et 10 mm de mercure pour la systolique sur des holters tensionnels. Donc les études dont on avait beaucoup entendu parler, c'était donc OffMed, Radiance HTN Trio, Radiance HTN Solo. Radiance, c'est les études avec les ultrasons, et Spiral, c'est les études avec le cathéter de Medtronic qui fait de la radiofréquence. Et en fait, on avait en tête que OnMed avait déjà été publié et avait été largement positive, mais c'était une publication qui donnait des résultats intermédiaires. Et dans les suites, ils ont publié les résultats que vous avez à droite sur la population complète, où en fait, malheureusement, c'est une nouvelle déception avec un échec sur l'évaluation de la pression artérielle systolique sur 24 heures, donc en MAPA. Échec parce qu'on a bien une baisse de pression artérielle dans le groupe d'énervation, mais on a une baisse qui n'est pas significativement plus importante que dans le groupe sham que vous avez en rouge, avec une baisse de l'ordre de 2 mm de mercure de la systolique, et donc ça n'est pas significatif. Alors, ils ont déjà commencé d'essayer de se rattraper aux branches en montrant que, par contre, sur la mesure en consultation, Office Systolic Blood Pressure, on avait bien une différence avec une baisse de 5 mm de mercure de la systolique qui est significative. Donc, cette sous-étude que je vais vous présenter, c'est une sous-étude de OnMed qui est négatif pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et peut-être trouver une population pour laquelle ça a marché. Donc, c'est une étude de sous-groupe qui était prévue à l'avance. C'est des patients qui avaient entre 20 et 80 ans, qui avaient donc ça c'est HTN OnMed, hein, qui avait une HTA systolo-diastolique confirmée à la fois en cabinet et en MAPA. Vous remarquez qu'il y a quand même une limite supérieure. Il ne fallait pas que les patients aient plus de 180 mm de mercure. C'est des patients qui étaient sous 1 à 3 médicaments antihypertenseurs et qui ont été randomisés entre dénervation et sham. Alors là encore, je ne sais pas à quel point vous avez entendu parler de ces études sham, mais le principe, c'est que les patients avaient tous une artériographie rénale sous anesthésie générale et que ces patients étaient randomisés une fois sur la table alors qu'ils étaient endormis entre dénervation et rien du tout, seulement l'artériographie. Donc, ils avaient quand même une ponction artérielle. Et ils sortaient de la salle sans savoir s'ils avaient eu la procédure ou pas. Et les médecins qui les suivaient par la suite ne devaient pas savoir non plus s'ils avaient eu la procédure ou pas. Donc, c'est l'équivalent des études placebo avec les médicaments, sauf que bien sûr, ça paraît d'autant plus compliqué à mettre en place qu'il faut simuler une procédure. La pression artérielle au cabinet était évaluée à 1, 3 et 6 mois, et la MAPA à 3 et 6 mois. Il y avait associé à ça une évaluation de l'observance, mais aussi des changements de traitement. Et donc, l'objectif de cette étude de sous-groupe, c'était de voir s'il y avait une différence de résultats chez les patients américains versus pas américains, et au sein des Américains, l'ethnie du patient. Alors, il comparait les patients de race noire versus les autres. Alors, pour le reste du topo, je dirais les blacks patients, parce que c'est plus facile à dire que dire toujours patient de race noire. Et puis après, ils ont évalué aussi l'évaluation de l'évolution des traitements, c'est-à-dire comment les patients, sur les 6 mois de surveillance, en fait, avaient des modifications de traitement, en sachant que normalement, ils n'auraient pas dû en avoir. C'était dans le cadre du protocole. Le but, c'était
justement d'essayer d'isoler l'effet de la dénervation des traitements médicaux. Donc, les traitements, normalement, ne devaient pas bouger, sauf en cas de vraiment grosse poussée tensionnelle ou au contraire grosse chute tensionnelle. Mais il y a eu des modifications un peu hors protocole et elles sont décrites dans cet article. Donc, premièrement, l'évaluation en sous-groupe du résultat MAPA. Donc, je vous rappelle qu'il était négatif, hein, la différence n'était pas significative entre les deux groupes. Et si on regarde entre dénervation et CHAM, et si on regarde en sous-groupe, il y a un seul sous-groupe où effectivement la MAPA était meilleure dans le groupe d'énervation, c'est le sous-groupe des patients en dehors des États-Unis, où là, on passe à gauche de la ligne. Et on a on a l'intervalle de confiance qui ne mord pas la ligne. Donc, on a une baisse significative de la pression artérielle sur MAPA chez les patients en dehors des États-Unis. Si on regarde au niveau de la pression artérielle de consultation, on n'avait pas de différence en fonction des sous-groupes et globalement, c'était positif, comme on l'a vu au début. L'étude était négative sur la MAPA mais positive sur les mesures en cabinet. Pour ce qui est des switches de traitement à 6 mois, on compare d'abord entre les patients américains versus en dehors des États-Unis. Et on voit bien que sur les patients aux États-Unis, on avait une augmentation du traitement. Donc, c'est ce qui est écrit ici en rouge, qui était de 37% dans le groupe CHAM contre 23% dans le groupe d'énervation. Donc, déjà, ça y est, on a déséquilibré les groupes au niveau des traitements, puisqu'on a augmenté les traitements dans le groupe CHAM. Donc, on perd le bénéfice, entre guillemets, de la randomisation, puisque forcément, ça fait baisser la tension dans le groupe CHAM et ça donne des difficultés pour comparer les deux groupes. Alors que si on regarde à l'extérieur des États-Unis, là, entre dénervation et CHAM, il y a eu des augmentations de traitement, mais qui sont similaires dans les deux groupes, des maintiens de traitement similaires, des baisses de traitement similaires. Donc, grosso modo, on peut espérer que les traitements n'ont pas trop bougé. Et effectivement, quand on regarde ce graphique qui est ici, quand on est en dehors des États-Unis, on a bien le même nombre de médicaments dans les deux groupes. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Et au contraire, on voit bien que, alors ils ont éclaté après entre black et pas black, mais on a une différence significative à 6 mois de traitement entre les deux groupes, avec le groupe CHAM qui a plus de traitement que le groupe non CHAM. Et alors après, ils ont voulu faire cette comparaison entre les patients black versus pas black, où ils montrent que, et c'est quand même un groupe important, c'est 38% des patients, dans le groupe CHAM, on a 55% d'augmentation et 0% de diminution. Donc voilà, il y a une partie de la population américaine quand même où il y a vraiment eu beaucoup d'augmentation de traitement et pas de diminution, versus le groupe d'énervation où on a eu moins d'augmentation de traitement et on a eu des diminutions de traitement. Donc il y a vraiment un déséquilibre et ça se traduit, comme vous le voyez ici, par plus de médicaments dans les groupes CHAM. Ce qui est noté aussi, c'est que parmi les patients black, on a des traitements des natures pharmacologiques de traitement qui sont différentes et qui suivent probablement les recommandations qui sont publiées, qui sont donc suivies sur les traitements qu'il faut favoriser chez les patients de race noire. Donc ça, c'était ce que les médecins décrivent des traitements, de l'évolution des traitements des patients. Et là, ce que vous avez sur ce schéma-là, c'est vraiment l'observance des patients. Donc, bon, déjà, premier constat, comme à chaque fois dans les études de dénervation, on se rend compte que l'observance, elle est de moins de 75% de manière systématique, et pour certains sous-groupes, même de moins de 50%. Mais il n'y a pas de différence significative entre les groupes d'énervation et les groupes CHAM. Donc l'observance est mauvaise, mais ça n'a pas vraiment influé ça n'a pas dû influer sur le résultat puisque elle est mauvaise dans les deux groupes, d'énervation ou CHAM. Et donc si on regarde maintenant qu'on a vu que les traitements étaient différents, à la fois les changements et le résultat à la fin, avec plus de traitements dans les groupes CHAM, et bien si on regarde les groupes en dehors des États-Unis versus à l'intérieur des États-Unis, on voit effectivement que on a une différence significative de pression artérielle dans le groupe en dehors des États-Unis, avec une baisse dans le groupe CHAM qui est de 5 points de millimètre de mercure, contre 12 dans le groupe d'énervation, que ce soit donc sur la MAPA, comme je vous disais, ou sur les mesures au cabinet. Alors que dans la population américaine, hein, qu'on regarde black ou pas black, on n'a pas de différence significative. Donc, c'est pour résumer une étude de sous-groupe qui montre un effet significatif de moins 5 mm de mercure
de la pression artérielle systolique en MAPA chez les patients de l'étude HTN-ONMED en dehors des États-Unis. Et de manière concomitante, comme explication, on décrit ici une différence de traitement dans le groupe américain versus pas américain en faveur du groupe sham. Donc, aux États-Unis, on a surtraité les patients en groupe sham, ce qui peut expliquer ce résultat négatif aux États-Unis qui est positif dans les autres pays. Je ne vous ai pas précisé, les autres pays, c'est Australie, Union européenne et Japon. Alors, l'objectif clairement de cette étude, c'est de justifier, d'essayer d'expliquer un essai négatif, un peu décevant. Je trouve que d'un côté, c'est assez convaincant parce que la grosse difficulté des études sur la dénervation rénale, c'est cette histoire de sham et c'est le fait d'essayer d'isoler l'effet de la dénervation des traitements pharmacologiques. Et la difficulté, c'est que les patients et les médecins ont accès en fait à ce qu'on veut évaluer, c'est-à-dire la pression artérielle systolique. Si on évaluait l'hypertrophie ventriculaire gauche, les patients ou les médecins traitants, par exemple, ne pourraient pas voir déjà un impact de la procédure, qu'elle soit sham ou pas, enfin qu'ils aient eu la procédure ou pas. Et donc, ils ne modifieraient pas leur comportement en fonction du résultat. Alors que là, c'est un chiffre de tension, c'est-à-dire que les patients, ils ont ça tout le temps, nous aussi. Donc, même quand on est dans le cadre d'études, c'est difficile de tenir les gens, entre guillemets. Et puis, c'est aussi convaincant quand on voit la littérature en dehors de cette étude, puisque toutes les études, enfin les deux études randomisées avec procédure sham qui ont été réalisées sur des patients naïfs de traitement, donc les études OFMED et SOLO, ont bien montré qu'on avait un effet de la dénervation significatif en MAPA grâce à une procédure sham. Malgré tout, on se demande pourquoi chez les Américains il y a tellement de changements. Je vous ai dit que c'était autorisé dans certains critères, mais finalement, même dans cette sous-étude, ils ne précisent pas si les changements de traitement ont été faits dans le cadre du protocole ou si ça a été fait un peu sauvagement et que on a dû faire avec. Voilà, ça, c'est pas du tout détaillé. Et puis après, moi, toute la partie où il y a une comparaison entre la population black versus non black, je n'ai pas bien compris l'intérêt parce qu'au final, en plus, ça fait des sous-groupes de petite taille. Dans le groupe sham des patients black, on n'avait que 15 MAPA, par exemple. Euh, et puis finalement, ils nous essaient de nous expliquer que chez les noirs, il y a eu encore plus de changements de traitement, mais pour autant, le résultat sur la MAPA est similaire. Donc, je ne voyais pas bien l'intérêt de détailler ça, d'autant plus qu'on n'a aucune information sur les patients black hors États-Unis, déjà. Donc, il aurait été intéressant actuellement de regarder comment ça se passait aussi en dehors des États-Unis. Il y a aussi une petite. La définition exacte des patients black est toujours compliquée à être bien faite. C'était selon. En gros, c'est selon déclaration du patient, un patient qui se déclare de race noire. Mais quand même, on voyait bien que les traitements étaient différents. Donc, c'est reflet que probablement c'est une population différente, qui, en tout cas, qui est traitée différemment. Et puis, la vraie question à ce moment-là, c'était de savoir est-ce que les patients noirs sont moins répondeurs? Parce que dans le groupe sham, la pression baisse, mais il faut aussi noter que dans le groupe d'énervation, on a l'impression que la pression baisse moins que dans le groupe non black. Donc ça aurait été une question intéressante, mais au final, je ne crois pas que c'est cette étude qui aurait permis d'y répondre. Et puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient peut-être pu faire une étude, une sous-étude, où il y en aura peut-être d'autres, mais une sous-étude où on regarde d'autres différences qui ont pu expliquer cette différence de résultat entre États-Unis et en dehors des États-Unis, notamment la technique de dénervation, comment elle était réalisée, combien il y avait de points d'ablation, combien il y avait d'opérateurs, combien d'interventions par opérateur, pour finalement voir si on n'est pas en train de se rendre compte qu'on a commis les mêmes erreurs que pour Simplicity 3, où l'étude était négative parce que dans les centres où ça avait été fait, il y avait des grosses erreurs techniques, des opérateurs peu expérimentés, etc. Alors dans l'étude, ils évoquent le contexte Covid-19, un peu comme toutes les études négatives, qui peut-être a joué un impact. On peut imaginer que si les patients étaient un peu isolés, les médecins ne savaient pas trop quoi leur dire, quoi faire, donc ils leur ont dit mais prenez plus de traitements, on contrôlera mieux votre tension, voilà, situation catastrophique, bon peut-être. Et puis, bien sûr, la plus grosse limite de l'étude, c'est que c'est une sous-étude, une étude qui initialement est négative. Et donc, ça reste de l'exploratoire, mais je trouve que intégré dans la littérature générale sur la dénervation, ça se tient.
Voilà, donc en conclusion, c'est une étude, une sous-étude de Spiral HTN OnMed qui était négative sur la population générale et qui ici est positive sur les territoires hors États-Unis. Une part de la réponse pourrait résider dans le non-respect du protocole, en fait, hein, de la standardisation du traitement, en particulier dans le groupe CHAM. Mais au moment où les médecins voient les patients, ils ne savent pas dans quel groupe ils sont, mais en tout cas, ils les ont traités, ils ont augmenté les traitements. Ça ne remet pour moi pas en cause l'effet de la dénervation rénale, non seulement parce que bah oui, quand on augmente plus les traitements dans le groupe CHAM, forcément l'étude devient négative, et puis surtout parce qu'il y a d'autres études qui étaient randomisées, bien faites, qui nous ont montré qu'il y avait un effet. Mais par contre, ça rappelle probablement l'impact modéré de la procédure. Une dénervation rénale, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de surtout pas le vendre aux patients comme une solution miracle. J'essaie de sélectionner le plus possible les patients avec ce qu'on sait de qui est répondeur et qui ne l'est pas, même si on sait peu de choses, mais le peu d'éléments qu'on a, et notamment les calcifications de l'aorte abdominale, je pense qu'il faut s'en servir. Et il faut bien expliquer aux patients que le bénéfice attendu, c'est de faire aussi bien que s'ils prenaient un traitement de plus. Et donc, ça reste, comme l'ont rappelé les recommandations, enfin, comme l'ont dit les recommandations sur l'HTA de l'année dernière, une technique additive ou alternative, en sachant qu'en France, pour l'instant, c'est uniquement alternative, pardon, additive, puisque c'est réservé aux patients qui ont une HTA prouvée primitive, résistante malgré une quadrithérapie, pour avoir le remboursement en France. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis on va peut-être pouvoir discuter un petit peu.